Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 12 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur OKC. Très heureux de vous retrouver juste avant le début des playoffs. Épisode spécial aujourd'hui puisqu'on va réaliser un épisode en deux parties. Et pour cela, j'ai avec moi deux hommes, la crème de la crème sur le Thunder en France. D'abord le fan de Mike Muscala, Solal du compte OKC Thunder Fra. Comment ça va Solal? J'adore cette présentation. Ça va très bien. Et après, celui qui m'accompagne désormais partout. Si je suis Chris Paul, c'est un peu Shea. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va super bien. J'adore cette comparaison, elle est très bien. Tu m'avais dit à un moment, t'es le CJ McCollum du Damien Lillard, mais c'est un peu moins pour nous quand même. On aime moins celle-là. Je suis le Pippen du Jordan. C'est ça. On est très content d'être avec vous les gars. Alors, d'abord, on va faire une première partie, donc cet épisode en deux parties. Donc, ce que vous écoutez, c'est la première partie avec le bilan des 8 matchs dans la bulle pour OKC. On va dresser l'analyse de ce qu'on a vu dans la bulle. Puis, dans la deuxième partie que vous retrouverez demain si vous écoutez le jour même, on fera bien évidemment une preview de la série OKC versus Houston qui s'annonce juste épique, je pense. Ça va être des grands moments de basket. Donc pour commencer déjà sur ce bilan de la bulle, un petit rappel déjà globalement sur notre saison. Donc on termine la saison avec un bilan de 44 victoires et 28 défaites. Notre meilleur bilan en pourcentage depuis 2016 et le départ de KD. C'est plutôt pas mal pour une équipe qui devait tanker. On finit donc 5e à l'ouest, à égalité avec Houston, qui est 4e, et juste devant Utah, qui est 6e avec le même bilan. Donc on n'était pas loin d'avoir l'avantage du terrain, bien qu'il compte que très peu vu le contexte actuel. Dans la bulle maintenant, plus précisément, on finit avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites, c'est plutôt moyen. On a gagné tout simplement un match sur deux, il n'y a eu aucune série de défaites et aucune série de victoires. Alors Solal, déjà, on va commencer par toi. Ton ressenti et ton avis global sur la reprise? Le ressenti, c'est on a montré qu'on était prêt pour les playoffs. Après, on a bien vu que bon, on n'en avait pas grand-chose à faire parce que le sort était déjà un peu scellé. C'était, on va dire que c'était sûr à 90% qu'on allait tomber contre Houston. Donc, on a vu beaucoup de séquences et même des matchs entiers où simplement Donovan testait un peu tout le monde. Donc, on a réussi à montrer qu'on était prêt pour les playoffs sur des séquences, qu'on avait le niveau, qu'on n'avait pas perdu de niveau depuis la reprise. Donc, je pense que c'est le plus important et le reste après, c'est pas très important. Mhm. Constant, dans la preview de la bulle qu'on avait fait tous les deux, on avait parlé du fait qu'on regarderait si on était en rythme avant les playoffs, et après que c'était plutôt un jeu de match-up plutôt que de position, parce qu'on aurait pu avoir un peu de mal à remonter très haut. Du coup, est-ce que tu penses qu'on est prêt pour les playoffs, et est-ce que finalement tu es satisfait de ce que tu as vu? Prêt pour les playoffs, physiquement, oui. Après, tactiquement, j'ai encore des doutes. De ce que j'ai vu, c'est compliqué de juger, surtout quand t'as beaucoup de matchs qui sont tronqués parce que t'as des joueurs qui jouent que 10 minutes ou parce que t'as des titulaires qui sont absents. De ce que j'ai vu des 8 matchs, c'était plutôt intéressant. Alors, il y avait des vrais coups de moins bien, notamment le match contre Memphis, où là, pour le coup, ça a été une performance collective désastreuse. Après, il y a des matchs qui ont été très intéressants. Je pense au match contre les Lakers, où vraiment il y avait tout le monde, même si les Lakers rentraient pas un tir, c'était une performance qui était plutôt intéressante des deux côtés du terrain. Après, pour faire un constat plus global sur ces 8 matchs, je suis plutôt satisfait de voir que les joueurs sont en forme physiquement, qu'il n'y a pas de joueur qui a réellement de problème pour se remettre dans le rythme des matchs. Même au début des scrimmages, on pouvait avoir un peu d'inquiétude sur le niveau physique de Chris Paul ou de Gallo. Ils répondent plutôt présents, je trouve. Après, je pense que ces 8 matchs, on peut pas non plus faire de grandes conclusions dessus. C'était surtout des matchs pour te remettre dans le rythme et pour te préparer à l'échéance qui va venir, c'est-à-dire les playoffs, quoi. Vous avez soulevé plusieurs points importants. Déjà, comme l'a dit Solal, il y a eu pas mal de matchs où l'effectif a tourné, où certains joueurs ne jouaient pas, où on anticipait quelques petits bobos, et du coup, on a eu rarement l'effectif complet, à part peut-être sur le premier match. Et encore, Schroeder a eu des fautes, enfin voilà, on était que celui-là. Après, moi, j'ai été plutôt convaincu de ce qu'on a vu, peut-être même plus au début qu'à la fin. Bon, après, il y avait beaucoup d'absents, mais le match contre Utah, on avait l'impression de retrouver le Thunder exactement comme on l'avait laissé, en fait. C'était intéressant. Après, il y a eu Denver, c'était plus compliqué, on perd dans le clutch, qui était inhabituel pour nous. Je trouve, comme tu l'as dit, Constant, que les joueurs ont l'air plutôt en forme physiquement.
À part certains qui ont été un peu irréguliers, bah justement Gallo, tu l'as cité, il a été très bon parfois et parfois comme on l'aime pas, mais il a été un peu comme ça toute la saison en fait. Donc, pas trop inquiet sur la forme physique des joueurs, même Schroeder qui a eu que peu de minutes pour se mettre en jambe là sur le dernier match, ça a été plus qu'intéressant. Chris Paul a été archi dominant presque tous les matchs. Je pense qu'on est plutôt prêt. Après, il y a toujours cette irrégularité. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un des symptômes qu'on a toute la saison où on est capable d'un coup de passer un -20 face à des équipes moyennes, de refaire un comeback, où des fois on va jouer très très bien un quart temps, notamment les débuts de match, et après on va s'arrêter de jouer. Ça, c'est l'exemple de Memphis. Est-ce que Solal, t'es un peu pas parfois frustré un peu de cette inconstance, ou est-ce que c'est quelque chose pour toi qui va pas arriver sur la suite de la saison et les playoffs? Non, je suis pas inquiet parce que justement, comme tu as dit, l'effectif était quasiment jamais au complet. Le premier match, c'est le seul qu'on peut à peu près transposer dans un format playoff. Et là-dessus, on a montré que bah, tout le monde était prêt. Après, c'est sûr que on peut prendre le match contre Denver qui est un peu inquiétant, mais en soi, on passe à un lancer franc de Chris Paul de gagner. Donc non, je suis pas tellement inquiet parce que les matchs qu'on a vraiment joué, et ben justement on était vraiment présent, donc non, je suis plutôt rassuré même. Constant sur Denver, c'est un bon exemple. En plus, on perd le match en étant archi maladroit et on le tient défensivement. Bon, Denver avait des absents, mais on le tient défensivement alors que tu as MPJ en feu en face. Je pense que ce match-là, il est pas si négatif que ça, hein. Il est pas si négatif que ça. Après, je trouve qu'il a quand même soulevé certains de nos points faibles. On en a déjà parlé en live, mais notamment le jeu à l'intérieur, qui est une récurrence sur tous les 8 matchs, c'est-à-dire que on en parlera peut-être un peu plus en détail plus tard, mais on défend très bien la ligne à 3 points. Par contre, dès qu'un joueur réussit à s'approcher un peu de la raquette, on est beaucoup plus faible. Et ce match, justement, face à Denver, il a montré que quand t'avais Jokic qui commençait à vouloir enfoncer Adams au poste, c'était beaucoup plus simple pour lui que les extérieurs de Denver qui prenaient des tirs à 3 points. Après, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Solal, il y a un truc que je trouve plutôt inquiétant, c'est les trous d'air qu'on peut avoir. Alors effectivement, il manquait du monde dans l'effectif, donc est-ce qu'on peut vraiment juger de ça, je sais pas. Mais notamment le match contre Memphis ou le match contre Phoenix, dans le premier quart, on est en feu, on rentre tout. Par contre, il y a des moments dans le match où on a vraiment des trous d'air offensivement et où on n'est pas capable de marquer un panier. Donc ça, je trouve que c'est plutôt inquiétant pour le coup. Après, à voir sur une série de playoffs si ça va se reproduire avec des joueurs un peu plus concernés, avec pas le même effectif, mais je vais surveiller de ça de près. Après, par rapport au trou d'air offensif, alors c'est arrivé peut-être un peu plus avec le banc qu'avec le 5 majeur, même si ça arrivait parfois, notamment d'une part par le profil de notre banc où il y a plutôt des joueurs défensifs, même si certains se développent bien, on va aborder leur cas juste après. Mais ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous pénaliser sur pas mal de situations face à Houston. Et quand on le fera en preview, on le verra, et qui a été le cas toute la saison, où il y a des moments, même si notre défense tient, on est en panne d'adresse, on est en panne de création parfois, notamment quand Chris Paul est plus sur le terrain. Ça ira peut-être mieux avec Schroeder, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a des fois, il y a des gros trous d'air offensifs. Qu'est-ce que tu as pensé de notre attaque, Sola, un petit peu plus globalement? Est-ce que t'as retrouvé le Thunder d'avant? Est-ce que l'adresse, qui a été très bonne sur pas mal de matchs, tu penses que ça va perdurer aussi, par exemple? Bah, justement, tu as parlé de l'attaque, donc je voulais rebondir là-dessus, c'est que autant dans l'ensemble je suis plutôt rassuré, autant offensivement on s'en est beaucoup sorti à l'adresse et j'ai trouvé que justement on n'a pas retrouvé le Thunder d'avant la plupart du temps, dans le sens où collectivement c'était très rouillé. On a senti que il s'était passé du temps. On sent toujours l'osmose, c'est pas le souci, mais dès que Chris Paul est plus sur le terrain, ça devient vraiment très compliqué quand le banc est là. Autant en termes d'agressivité, c'est toujours hyper agréable de les avoir sur le terrain. Autant on sent qu'offensivement, c'est très haché, c'est beaucoup d'isolation du un contre un. Et puis même Adams qui a toujours son rôle de pivot en tête de raquette, etc. On a vu que ces systèmes étaient plus lent, moins bien exécuté, qu'au final ça finissait dans des 1v1 un peu en fin de possession. Donc
offensivement, là-dessus, c'est s'il y a un point que je devais soulever, ça serait offensivement et sur le jeu collectif. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Solal. Juste pour faire un petit point sur les stats, on est 20e sur 22e en offensive rating. Il y a que Washington et Houston, bizarrement, qu'on fait pire que nous. Mais ouais, comme a dit Solal, en attaque, c'était vraiment pas terrible. Après, je suis pas si inquiet que ça, parce que les systèmes, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, Solal, on a eu du mal à marquer, notamment avec notre banc, tout simplement parce que Schroeder était pas là. Effectivement, quand tu perds Schroeder et que tu te retrouves avec Shea qui joue poste 1, bah forcément tu vas pas avoir la même création, tu vas pas avoir les mêmes espaces, donc forcément on va se retrouver avec un peu plus de difficulté à marquer un panier. Après, je trouve que notre 5 majeur a été plutôt rassurant en attaque. Alors effectivement, on a beaucoup dépendu de notre adresse à 3 points. Je pense que si tu regardes les matchs qu'on gagne et ceux qu'on perd, ceux qu'on gagne, c'est parce qu'on doit bien shooter à 3 points. Mais je pense que en attaque, enfin si tu regardes la bulle en général, il y a beaucoup d'équipes qui ont été maladroites, il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des problèmes en attaque. Donc je pense pas qu'on soit juste un cas isolé, je pense juste que comme on n'avait pas joué depuis 4 mois et demi, il faut un peu de temps pour remettre les systèmes en place et pour retrouver de l'adresse. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je vois totalement ce que veut dire Solal. C'est moins, euh, y a- c'est moins rapide, c'est moins fluide en fait dans les systèmes et dans les choses. L'absence de Schroeder fait beaucoup de mal à ça. Mais il y avait plus de passages, on a l'impression que c'était plus ralenti. Tu vois, je sais que par exemple, Constant, toi ça te saoulait que Gallo avait beaucoup plus de situations arrêtées en ISO et en post-up. Je pense qu'il y en a eu plus qu'avant par exemple, parce qu'on avait du mal à mettre du rythme parfois, à part sur certaines séquences où la pace augmente, le rythme augmente dans le jeu, même avec Chris Paul, et ça devient beaucoup plus intéressant. Et bizarrement, c'est les matchs où on est à droit ou les séquences où on est à droit. Après, je suis peu inquiet parce que ouais, on retrouve quand même les bases de ce qu'il y avait avant. Comment tout le monde est utilisé, ça, il y a peu de surprises. Schroeder va revenir et il a montré hier qu'il serait prêt physiquement en tout cas, et au niveau de l'adresse, j'ai pas trop de soucis à ce niveau. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'il y a des joueurs qui s'affirment, et ça, on reviendra ensuite. Par exemple, Dort et Beasley ont montré des bonnes choses en attaque. Voilà, il faudra que les tirs tombent dedans, hein, surtout contre une série contre Houston. Si eux, ça tombe dedans et que nous, on est incapable d'en mettre un, ça va être encore plus compliqué, bien qu'il ne faut pas rentrer dans un concours à 3 points contre eux, attention. Mais il faudra être un minimum à droit, c'est certain. Après, notre attaque, je pense que c'est une attaque qui peut perdurer en playoff de par comment elle est faite, en fait, tout simplement, avec beaucoup de mi-distance, des isolations. Ça, on les aura en playoff exactement de la même façon. Ça défendra peut-être un petit peu plus fort, mais l'intensité sera augmentée aussi en attaque. Donc, je ne vois pas avoir un gros gap en attaque par rapport à la saison régulière en playoff. Après, voilà, éviter les trous d'air où plus rien ne se passe. Et comme tu l'as dit, il faut dans ces cas-là, je sais que ça a frustré pas mal pendant les lives, il faut arrêter le jeu, il faut que Donovan mette en place des choses. Et voilà. Après, est-ce que avec des rotations diminuées, parce que ça se passe tout le temps en playoff, je pense que les soucis seront largement diminués aussi. Les, sou- les soucis seront diminués, mais après, pour revenir vraiment en attaque, je trouve que, comme tu l'as dit, en playoff, on aura ce genre de tir, parce que déjà, on est une équipe qui joue pas très rapidement, donc contrairement aux autres années, quand la pace va diminuer, ce sera pas un aspect négatif pour nous, parce qu'on a été habitué à jouer avec une pace qui est plutôt lente. Après, sur les tirs, vraiment, je trouve que notre sélection de tirs, c'est à peu près la même que pendant la reprise. Tu regardes chez, il joue quasiment comme il jouait avant le hiatus. Chris Paul, il prend toujours ses pull-ups à mi-distance. Adams, effectivement, c'est peut-être un peu moins bien exécuté la façon dont il est servi, mais il prend toujours ses petits hooks au poste. Gallo, effectivement, il s'est retrouvé avec plus d'ISO face au panier, donc là, ça m'a un petit peu saoulé, mais sinon, en dehors de l'utilisation de Gallo, je trouve que tous les joueurs ont retrouvé leur même sélection de tir qu'avant l'hiatus, et je pense effectivement que le fait qu'OKC soit une équipe qui est plutôt à droite à mi-distance et plutôt à droite à 3 points va nous servir en playoff, parce que contrairement à Houston, on pourra alterner entre un peu de Adams au poste, un peu de Chris Paul à mi-distance, un peu de Gallo à 3 points. Mm. Mais tu parlais de pace, mais
Enfin, un autre point qui m'inquiète, c'est que pour moi, ce qui nous a fait passer un cap cette année, c'est à partir du moment où Chris Paul s'est mis à jouer vite et jouer vers l'avant en contre-attaque au lieu de garder le ballon et remonter doucement pour jouer demi-terrain. Pour moi, ce qui nous a fait passer un cap, c'est qu'on a réussi à alterner notre jeu demi-terrain organisé par Chris Paul, le maestro, et en même temps jouer sur Shea, sur Ferguson qui court, sur Dort, sur Diallo qui court comme un malade. Et ça aussi, je l'ai pas retrouvé dans la bulle. Et ça m'inquiète encore, enfin ça se rajoute aux autres choses, et je trouve que notre attaque enfin en tout cas, elle n'a pas montré qu'elle avait retrouvé son niveau d'avant l'arrêt. Je me situe plutôt entre vous deux. C'est vrai qu'il y a eu des passages où la pace était plus élevée, même dans la bulle, avec peut-être le banc, et où ça a permis par exemple, à Diallo de s'exprimer, à Baisley aussi, et on a gagné en adresse, même de joueurs qui sont censés être moins droits, en accélérant un petit peu le jeu. Après, je pense qu'on est une équipe qui doit jouer en demi-terrain, parce qu'on a des armes, et notamment Chris Paul et le pick and roll, mais qui doit pas quand même oublier de courir, parce qu'il y a certains joueurs qui vont énormément bénéficier de ça. Shea en est un. Schroeder peut mettre de la vitesse quand il sort du banc, c'est sûr. Tu vois, Diallo, Dort, ça peut courir. Je pense qu'il doit avoir un petit matelas de points en transition, en fait. On ne doit pas constamment, et c'est là où je rejoins Solal, arrêter le jeu, et ça on verra dans notre preview d'Houston, mais en playoff, contre n'importe qui, on ne doit pas arrêter le jeu, et même dans n'importe quel match, complètement à chaque action, sauf peut-être dans les moments chauds et en fin de match, mais on doit quand même avoir quelques situations de course où en défense, parce qu'en défense on est capable d'être un peu disruptif, j'ai envie de dire, on est capable de gagner des ballons, toucher des ballons, gagner des ballons encore plus maintenant qu'à Robertson, hein. Donc on doit quand même continuer de courir pour s'appuyer un petit peu sur cette défense qui est parfois dominante et soulager notre attaque, parce que quand justement il y a des trous d'air, j'ai l'impression qu'aussi c'est qu'on va moins gagner de ballons propres en défense, du coup le jeu va se ralentir aussi et le rythme en attaque va parfois diminuer et ça va provoquer un trou d'air. Ouais, après nos trous d'air en attaque, ils sont dus aussi au fait que ça manque de mouvement de ballon depuis la reprise, de manière globale. Quand tu vois notre jeu avant l'hiatus, je pense qu'on faisait même pas plus de passes décisives, mais on faisait plus de passes entre nous, quoi. Que là, pour le coup, depuis la reprise, ça c'est ma principale critique sur l'attaque. T'as pas beaucoup de passes de manière globale. Les passes décisives, j'en parle même pas. Tu vas te retrouver avec Adams qui va se retrouver à un contre un, enfin un contre un au poste. Tu vas te retrouver avec Shea qui va faire une ISO. Tu vas te retrouver avec Chris Paul qui va faire une ISO sur le pivot d'en face. Tu vas te retrouver avec Gallo qui va faire une ISO face au panier. Donc ça manque un peu de système où le ballon circule. Et de toute façon, on le sait bien, quand t'as des systèmes où t'as beaucoup de mouvements de balle, c'est plus facile de marquer que si tu te retrouves avec du full ISO. Donc nos problèmes en attaque peuvent peut-être s'expliquer par le fait que on a beaucoup plus utilisé l'ISO que au mois de janvier, au mois de février cette saison. Après, c'est à Donovan quand il voit que l'attaque en ISO marche pas très bien, que Chris Paul rentre pas ses tirs, c'est à lui au temps mort d'après de dire on va faire un peu plus de mouvement de balle, ou même de lancer des systèmes avec du mouvement de balle. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a eu quand même peu de systèmes cette année. La plupart, c'est un fond de jeu, en fait, j'ai envie de dire. Notamment avec un pivot en haut. Alors, parfois, il y a des situations pour servir en bas, mais notre fond de jeu, on va dire, à les 60-70%, c'est Adams a par exemple la balle en haut et les guards vont tourner autour ou vont se servir de hand-off ou de pick, tu vois. Donc, je pense pas, on n'aura jamais de système long, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit, on n'aura jamais de système en sortie d'écran ou de choses comme ça. Peut-être que dans le futur, il faudra l'ajouter, mais je pense pas qu'on l'ajoute en playoff dès maintenant. Donc il faudra trouver, comme tu l'as dit, des alternatives à ce jeu d'isolation et à mettre un petit peu plus de mouvement. C'est certain. Ah mais justement, il faudrait avoir des systèmes comme ça, parce que quand tu commences à être en galère en attaque, c'est bien d'avoir ce qu'a des équipes comme Boston ou comme Toronto ou comme les Warriors à l'époque, un système avec du mouvement de balle où tu marques 2 points faciles. Parce que là, je suis d'accord que on a des joueurs qui sont très forts en ISO, donc autant utiliser l'isolation, mais par contre, à partir du moment où tes paniers commencent à plus rentrer, il faut avoir un plan B, quoi. Il faut avoir un système avec du mouvement de balle. Ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas. J'ai pas, hormis
Le seul système que j'ai vu et que vraiment je sais qu'on a ce système-là, c'est en sortie de temps mort ou les remises de balles où t'as Schroeder qui est quasiment ouvert à chaque fois. Ouais, c'est le seul système où je me dis, là, Billy Donovan au temps mort, il a dit vous faites ce système-là. Sinon, sur le reste, j'ai l'impression qu'on est très souvent en impro ou que on va lancer un système mais vraiment pas très compliqué. Et ça m'inquiète parce que si on n'est pas adroit avec nos joueurs en isolation, ou si on a du mal avec le pick and roll Chris Paul Adams, on n'a pas de plan B, quoi. C'est pour ça que moi, dans le futur, je veux des joueurs, bon, c'est l'ultime, mais type Duncan Robinson, pour lequel tu es capable de faire des sorties d'écran, de mettre du jeu sans ballon, en fait, où le gars va juste avoir à tirer. Tu vois, en sortie d'écran, des choses comme ça. Pour qu'il se retrouve à droit, faut un système. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je veux qu'on ait déjà ce genre de gars pour qu'on se dise, ok, on peut mettre en place ce genre de système. Parce que pour l'instant, à part peut-être pour Gallinari, tu peux pas faire ça pour grand monde. Hein. Et encore, Gallo, oui. Ses 3 points, il les prend souvent en ISO. Hein. Oui, en ISO. Donc, ouais, tu vois, on n'a pas vraiment aussi le genre de joueur pour faire ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas énormément de jeux sans ballon. On est beaucoup tourné vers le gars qui a la balle en main, etc. Et ensuite, sur lui, il a créé un décalage et on transfère et on joue sur ça. Ça, c'est certain. On a été plutôt, du coup, pas négatif, mais plutôt d'un avis moyen sur l'attaque, sur ce qu'on a vu, sans être complètement inquiet. Par contre, peut-être le point positif de ce retour à la compétition, c'est peut-être la défense. Est-ce que on a été plutôt dominant, notamment sur nos victoires, hein, défensivement, ça a été plutôt solide si on parle de Utah, si on parle des Lakers. Ça a été plutôt bien défensivement. Est-ce que Solal, toi, tu as été convaincu par ce qu'on a vu de l'autre côté du terrain? J'allais dire totalement, puis j'ai pensé à la raquette. Donc on va dire à l'extérieur totalement. Et bon, je vais parler simplement de l'extérieur pour l'instant. Là-dessus, je pense que, enfin, et on le savait franchement, qu'il y a vraiment aucun souci. Parce que, enfin, on peut tous les citer, mais vraiment Chris Paul, Shea, Schroeder, Ferguson, Dort, Robertson, ces 6-là, il y a absolument aucun souci. Et puis Diallo, Nader, bon, ils font les efforts en tout cas. Même, ouais, non, j'allais dire même Gallo, non. Mais en playoff, il fera les efforts. On l'a vu que cette saison, il a été capable de le faire. Donc, sur l'extérieur, je pense que c'est pas là où il y a des choses intéressantes à dire parce que, bah, on est bon et on le sait. Maintenant, à l'intérieur, c'est sur la suite de notre saison, puisqu'on avait vu que depuis le début de la saison, c'est le cas. Mais ça s'est limite empiré. Et contre Jokic, je pense que ça a été le paroxysme où on s'est fait découper et il faisait ce qu'il voulait dans la raquette. Mais je trouve ça inquiétant qu'on se fasse autant surdominer dans la raquette alors qu'on a Adams et Noël. Et tant mieux d'être tombé sur Houston parce qu'en face il n'y a pas de vrai pivot, mais à l'intérieur c'est inquiétant. Après, pour revenir sur la défense intérieure, c'est vraiment le match de Denver qui a été inquiétant dans cet aspect-là. Après, Adams a loupé des matchs, il y a eu pas mal d'absences. Mais celui de Denver, notamment en prolongation, où Jokic décide qu'il a envie de marquer à chaque action, là tu te dis, ouais, il y en a une problématique physique, au-delà d'une problématique presque intérieure, j'ai envie de dire, où on avait du mal à prendre un rebond, on se faisait dominer dedans par Jokic et Michael Porter Jr. aussi nous faisait très mal sur les écrans où il allait finir dessous. Là-dessus, ouais, je suis d'accord avec vous qu'il y a une petite problématique de protection de cercle et pour défendre les grands. Et ça, je sais, Constant, que c'est quelque chose qui t'a particulièrement attristé, j'ai envie de dire, pour la reprise. Attristé, oui, parce que je vois le point faible et par contre, j'arrive pas à voir comment on pourrait enfin comment on pourrait faire pour que ça reste pas un point faible. Parce que Adams, c'est un bon défenseur, mais qui est pas dissuasif pour un sou, et qui, sur certains matchs, on l'a vu le match face à Denver, peut prendre tarif. Alors effectivement, si tu te retrouves avec un pivot comme Gobert par exemple, bah, c'est parfait pour Adams. Par contre, si tu te retrouves sur un pivot qui joue un peu plus au large, et qui va un peu plus t'enfoncer au poste comme Jokic, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, c'est même pas juste une critique envers nos intérieurs, je trouve que même nos extérieurs ont beaucoup plus de mal à défendre à partir du moment où ils se retrouvent un peu plus près du cercle. Autant Chris Paul est très bon défenseur au poste, autant je trouve que chez
voire Dort, dès que l'adversaire entre un peu plus à l'intérieur, ils ont plus de difficultés pour défendre. Et je trouve ça plutôt inquiétant. Alors après, comme l'a dit Solal, la bonne nouvelle, c'est qu'on affronte les Rockets qui jouent sans pivot, sans ailier fort, sans rien, et qui vont jouer qui vont débuter la série sans Westbrook, qui était quasiment leur seule menace à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, je maintiens que ces problèmes à l'intérieur, va falloir les régler, va falloir trouver une solution. Alors peut-être pas dire à Adams ou pas juste compter sur le fait qu'Adams va devenir un bon défenseur. On peut peut-être se dire dès que t'as un adversaire qui commence à jouer au poste en un contre un, tu viens doubler et t'essayes de lui faire ressortir la balle à l'extérieur. Parce que vraiment, à l'intérieur, on se fait manger, quoi. Et en protection de cercle, ok, Noël fait des contres, mais tu y fais une feinte de tir et il est déjà dans les airs. Donc, est-ce que c'est vraiment un joueur dissuasif? Je suis pas certain. Donc, vraiment, va falloir faire attention à cette défense à l'intérieur parce que, effectivement, comme l'a dit Solal, on défend très bien sur les lignes extérieures et ce serait dommage d'avoir une défense qui est quasiment élite sur la ligne à 3 points, par contre, qui est très faible à l'intérieur. Pour revenir un peu sur cette défense intérieure, ouais, déjà c'est sûr qu'Adams, je pense, ne deviendra jamais un bon défenseur, j'ai envie de dire, sur tous les match-ups. Parce qu'il est capable de l'être sur certaines situations, comme tu l'as dit, par exemple face à Gobert ou ce genre d'équipe avec des pivots un peu à l'ancienne, il est plutôt efficace. Après, sur les pivots modernes, type Anthony Davis s'il joue pivot, type Towns, type Jokic, c'est très compliqué pour lui parce qu'il n'a pas la mobilité ni l'aisance, on va dire, dans les déplacements pour défendre ces joueurs-là. Noël, comme tu l'as dit, bien que beaucoup disent qu'il est très intéressant, etc., on voit très vite que ça peut pas tenir sur du long terme, en fait, ce qu'il propose en défense. C'est un impact player plus qu'un joueur de constance et qui t'amènera de la défense régulièrement. Et après, cette problématique-là de défense intérieure, elle vient aussi du fait qu'on joue relativement petit. Alors Shea est plutôt grand pour un 2, mais il est plutôt fin et pas encore complètement tanké, j'ai envie de dire. Dort est très tanké, mais par contre il n'est pas excessivement grand. Et en plus quand on fait jouer Schroeder, c'est encore plus petit et Chris Paul est petit aussi. Gallinari n'est pas un énorme défenseur et un énorme rebondeur, donc t'es pénalisé en fait aussi sur les ailes. Et quand tu joues des grands postes 4 ou des grands postes 3, tu seras pénalisé aussi. Et peut-être dans le futur, une des solutions à ça, ça sera Paisley, qui lui, on l'a même vu en poste 5 pendant certains passages, il était intéressant dans la protection de cercle, il était intéressant au rebond. Alors on est encore très loin d'un joueur titulaire et dominant NBA, mais il a montré vraiment des bonnes choses dans cette optique-là. Mais je suis d'accord avec toi que ce problème n'est pas voué à être réglé déjà à court terme. Et à moyen terme, à moins de petits changements dans l'effectif, il ne le sera pas non plus, je pense, en fait. Bah non, c'est ça. Ou alors tu peux, effectivement, comme tu l'as dit, tu peux essayer de régler ce problème en mettant Baisley en 5. Sauf que à l'heure actuelle, Baisley, physiquement, il est pas capable de tenir des 5 athlétiques, j'ai envie de dire. Tu vois, des 5 qui... Là, pour le coup, une rotation qui serait intéressante, c'est d'avoir... par exemple, si tu joues un pivot athlétique, genre Whiteside ou Gobert, effectivement, en match-up, t'as plutôt intérêt à mettre Adams. Par contre, si tu commences à jouer Jokic ou si tu commences à jouer Karl Anthony Towns, ce sera peut-être plus intéressant de mettre Baisley en défense sur lui, parce que c'est des pivots qui sont plus fins, qui sont moins athlétiques et qui jouent plus au large. Et c'est justement là où Baisley pourra faire parler sa vitesse latérale, qui est plutôt intéressante, je trouve. Mais va falloir quand même qu'il prenne quelques kilos avant de pouvoir défendre des 5. Après, je sais pas ce que t'en penses, Solal, mais tu vois, même s'il joue en post-up sur Baisley, ce sera problématique. En fait, on a un joueur pour défendre un peu le post-up, un joueur pour défendre au large, mais on n'a pas les deux ensemble. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que Baisley, pour l'instant, c'est pas viable. Je pense d'ici quelques années, ça le sera sûrement. En tout cas, on l'espère. Mais c'est pour ça qu'il faudrait attendre de Donovan qu'il arrive à instaurer. En fait, notre force, c'est le collectif. Et simplement, il faudrait que notre défense, elle le devienne aussi. Pas que quand on défend à 3 points. Et qu'à l'intérieur aussi, par exemple, si, admettons, Baisley est en train de se faire enfoncer au poste, derrière que ça puisse venir aider, qu'ensuite les rotations se fassent, etc. Mais que
dès que quelqu'un pénètre dans la raquette, il y ait un joueur qui vienne aider, que les rotations se fassent, etc. Tout ça, c'est du travail du coach de tactique un peu basique, on va dire. Mais je pense que c'est clairement là-dessus sur ça qu'il faut se reposer. Parce que cette année, on n'a aucun joueur qui, dans la raquette, pourra faire le boulot tout seul. Donc à partir du moment où on n'a personne qui peut le faire seul, il faut qu'on le fasse à plusieurs. Je suis d'accord avec toi et je pense que si on aurait fait la preview contre Denver plutôt que contre Houston, on aurait parlé à un moment du fait de trapper Jokic au poste notamment. Je suis presque sûr. Bon, on a été plutôt complet collectivement, j'ai envie de dire, en attaque et en défense. Individuellement maintenant, vous avez donné pour mission à chacun de venir avec un joueur dont lequel vous voulez parler de manière plutôt positive. On va commencer par toi, Sola, l'honneur aux invités. De quel joueur t'as envie de parler et qui t'a peut-être impressionné ou surpris pendant ces 8 matchs de saison régulière? T'en as pas parlé au tout début en introduisant, c'est mon grand ami, c'est Mikey Mike Muscala. Il m'a peut-être pas impressionné, mais j'ai vu en lui, pendant la bulle, ce que j'attendais de lui depuis le début, c'est-à-dire du shoot et du hustle. Et en fait, c'est très peu, et en même temps, c'est tellement, parce qu'en sortie de banc, ça peut faire une énorme différence. Et en plus, on en parlera après face à Houston, mais encore plus face à Houston, et où il pourra faire une différence. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu parce qu'il a montré qu'il pouvait être un joueur valuable, un vrai role player qui en sortie de banc fait une différence. Donc, je suis content de ce qu'il a montré, ouais. On va garder nos pièces sur les playoffs pour après, mais c'est intéressant déjà que tu penses que Muscala va apporter et va jouer. Ouais. Parce que je pense que Constant et moi, on pense un petit peu l'inverse. Ah bah, on parlera des rotations, mais pour moi, il est pas dans mes rotations en playoff. Après, il a été très intéressant sur ce qu'il a eu à jouer parce que Adams et Noël ont été plus que gérés par Billy Donovan, j'ai envie de dire. Et il a fait des matchs en tant que titulaire, un ou deux titulaires, mais en tout cas, il a joué sur pas mal de matchs. Il a été très intéressant sur certains avec... En fait, il arrivait avec une nouvelle confiance, j'ai l'impression, où la première possession avant qu'il se blesse, même contre Denver, il met un énorme 3 points en transition où tu te disposes zéro question en fait sur le fait de tirer. Et, je pense qu'il arrivait avec une vraie confiance et il arrivait efficace aussi au tir, ce qui fait beaucoup de bien à cette équipe, ça tu l'as dit. Et que, mine de rien, à un moment aussi, j'ai souligné que l'impact positif qu'avait sa présence sur le terrain, que ça soit en 4 ou en 5, c'est que tu avais un spacing largement augmenté pour les drives des extérieurs. Ça, on peut pas lui enlever que le fait qu'il soit sur le terrain pour jouer le pick and pop, tu as quand même 5 joueurs des fois à l'extérieur et moins de joueurs qui sont incapables de tirer. Parce qu'OKC joue quand même, c'est de moins en moins le cas avec Dort qui développe un tir par exemple, mais on est parfois avec deux non-shooters, j'ai envie de dire, sur le terrain, notamment quand on ouvre le banc. Et donc le fait d'avoir Muscala, sur ça, c'est plus que positif. Ouais. Après, je reste pas convaincu par. Toi, par t'es pas Muscala. convaincu, ouais. Effectivement, je vois ce que dit Solal, je vois ce que tu dis aussi en disant que effectivement, il écarte le terrain. Par contre, faut quand même relativiser sa performance parce que oui, effectivement, il met ses shoots, mais il met quand même, par exemple, le game winner qu'il met contre Miami. Faut voir ce qu'il y a en face. Je suis pas convaincu que Muscala, il va se retrouver avec les mêmes espaces pour tirer si tu lui mets une vraie rotation NBA en face. Après, il a eu des espaces toute la saison. Franchement, ils sortent jamais sur lui. Ouais, mais il met pas ses tirs. Oui, c'est vrai qu'il mettait pas les tirs, donc c'est... Est-ce que maintenant ils sortiront? Ouais, je sais pas. Ah, ouais, mais est-ce que Muscala va continuer à planter tous ses tirs à 3 points? Je sais pas. En tout cas, je pense que ça mérite de tester. Ça mérite de tester, mais est-ce que ça mérite de tester défensivement? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que Muscala fait des efforts, mais... Est-ce que c'est tellement pire que Noël? Ah, quand même. Oui, si, quand même. Je pense que... Après, je pense que tu peux le tenter. On va parler par rapport à Houston, pour le coup, mais quand Harden est déjà pas sur le terrain, ça c'est certain. Et si Russ est blessé et qu'à un moment Harden va sortir, je pense que tu peux le mettre à ce moment-là. Mais en termes de mobilité défensive, il est trop négatif pour que tu le laisses et protection de cercle aussi. Mais en fait, il y aura peut-être justement, on en parlera, le moment où Harden n'est pas sur le terrain et que Russ y est peut-être pas, que tu peux l'essayer.
Mais c'est un pari, encore une fois. Hein. Faut voir, je suis pas sûr qu'il se fasse. Même si t'as pas ni Harden ni Westbrook sur le terrain, ce qui à mon avis va pas beaucoup arriver dans la série, t'as quand même Austin Rivers, t'as quand même Eric Gordon, t'as des joueurs qui peuvent prendre parti enfin qui vont savoir utiliser la non-mobilité de Muscala pour avoir 2 points faciles. Tu te retrouves pas avec comme nous on pouvait avoir Franz Schroeder avec des joueurs qui sont pas très bons en maniement de ballon. Houston sur leur banc, c'est des joueurs qui sont plutôt bons pour manier la balle. Et Muscala, en fait, on va peut-être arrêter de parler de Houston, mais juste Muscala, si tu lances Muscala face à Houston, tu prends le pari qui va apporter offensivement, donc faut qu'il rentre ses tirs, tout en étant pas trop négatif en défense. Bah, que la balance soit du côté attaque, que tu vois que t'aies plus de poids en attaque qu'il apporte qu'il pèse vraiment en défense, tu vois. Ouais, mais sauf que Muscala, la seule chose qu'il peut apporter en attaque, c'est ses tirs. Donc, oui, du spacing, mais du spacing face à, enfin, la défense de Houston, vu qu'ils ont pas de pivot, même si t'as, entre guillemets, moins de spacing parce que t'auras Adam 105, tu pourras quand même attaquer le cercle. Bon, on en reparlera. Ouais, on regarde ce débat pour tout à l'heure. Pour la partie 2, pour ceux qui écouteront, et j'espère que vous le saurez. On peut conclure juste en disant que, effectivement, ce qu'a apporté Muscala sur ces matchs, c'est plutôt intéressant et que c'est au moins on peut, quand on parlera de Houston, on peut se dire, enfin on se pose la question, est-ce qu'on doit faire jouer Muscala au lieu de se dire Muscala il va pas jouer. Ouais, c'est vrai. Et je pense aussi qu'il a gagné la chance d'être dans un effectif, au moins en saison régulière, et d'avoir un rôle, alors peut-être en 10e, peut-être en 3e rotation intérieure, mais il a gagné le droit, je pense, à des minutes plus régulièrement. Je pense s'il y joue comme ça en tout cas. C'est peut-être ça qu'il a montré sur cette bulle. Donc Muscala pour Solal. Constant, toi, le joueur que tu aimerais aborder, et je sais déjà qui c'est, pour ceux qui suivent les lives, on sait déjà qui c'est. Remontez dans le train, Midou Diallo, je récupère les gens, mais plus pour très longtemps. Non, bah, à Midou Diallo, quoi, c'est tout le monde avait abandonné le projet à Midou Diallo. Et je peux comprendre, hein, parce que quand tu vois son début de saison, après sa blessure, j'ai envie de dire, parce que son début de saison était plutôt intéressant. Après, il s'est blessé. Il était en 18, un truc comme ça, en début de saison. Ce qui est très intéressant, en 18. Ouais. Après, il s'est blessé, il a jamais su retrouver le rythme, et il y a eu l'éclosion de Dort qui fait qu'il s'est retrouvé avec moins de temps de jeu parce que il y avait un joueur supplémentaire dans la rotation à l'extérieur. Et là, depuis la bulle d'Orlando, je pense que on a retrouvé le Diallo que tout le monde aimait voir la saison dernière et en début de saison. Effectivement, Diallo, il y a des gens qui vont continuer à ne pas l'aimer parce qu'il est plutôt frustrant sur certaines actions, mais de moins en moins déjà, je trouve. Et puis surtout, bah, c'est moi où il est en train de développer un shoot à 3 points. Parce que il met même des 3+1, il met des 3+1 avec Ouais. la planche. Non, mais au-delà de la blague, vous voyez, s'il avait mis s'il fait le match d'hier où il est à 4 sur 8 à 3 points et sur les matchs d'après il était à 0 sur 2 à chaque match, j'aurais dit ok, il a juste eu un coup de chaud. Que là, si tu regardes les matchs, doit y avoir à quasiment tous les matchs il doit mettre au moins 1-3 points. Donc je trouve que effectivement ce sera jamais un sniper, mais c'est plutôt, enfin, il a progressé dans ce domaine-là et tu peux faire un kick-out sur Diallo à 3 points sans avoir des sueurs froides en disant oula, t'as Diallo qui va prendre à 3 points, comment ça va se terminer. Et ensuite, pour revenir sur le joueur, je trouve qu'en défense il a progressé. Alors c'est pas Dort, c'est pas Ferguson, c'est pas Robertson, mais au moins il fait des efforts, il prend moins de fautes stupides qu'il pouvait prendre en début de saison ou l'année dernière. Et ça reste, pour le reste, ça reste Hamidou Diallo, quoi. Ça reste un joueur qui, un joueur en sortie de banc qui va t'apporter du hustle, qui va t'apporter de l'énergie, que tu vas retrouver chez peu de joueurs NBA. C'est ce que j'ai tweeté hier. Il restait, c'est un match sans enjeu, le match d'hier. T'as Diallo qui va quand même plonger la tête la première pour récupérer une balle à 50-50. Et ce hustle chez ces joueurs-là, tu vas pas le retrouver chez beaucoup de joueurs. Alors oui, ce sera jamais un starter. Oui, il y aura toujours des moments où tu vas te prendre la tête à deux mains en disant Diallo, qu'est-ce qu'il fait? Mais des joueurs comme ça, c'est des joueurs que tu dois avoir dans ton effectif. Solal, est-ce que tu es remonté dans le train Diallo? Alors, il a parlé des gens qui aiment pas Diallo.
il y en a de moins en moins, mais j'en fais toujours partie. Euh, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour moi, il a pas assez montré. En fait, c'est limite ce qu'il a montré là, ça empire son cas parce que personnellement, je trouve qu'il a pas changé en fait. Et pour moi, tant qu'il changera pas, bah ça restera pas un joueur viable. Ça restera un joueur viable que tu mets 2 minutes en début de deuxième quart-temps pour qu'il apporte de l'énergie et derrière il sort en fait. Parce que sinon, tout ce qu'il apporte, c'est de l'énergie. J'arrive pas. On, encore une fois, on parlera ensuite de la rotation contre Houston, mais pour moi, il doit pas en faire partie, ou alors vraiment très peu, parce que ben, il a pas changé. En fait, il a toujours le même état d'esprit, il fonce toujours tout droit, et pour moi, c'est pas ce genre de joueur dont on a besoin dans l'équipe. Je vais me positionner, je vais être plutôt entre les deux. Euh, alors, Diallo, comme vous l'avez dit, je pense tous les deux, par contre, ce sera jamais un vrai titulaire NBA, ce sera jamais un grand joueur. Mais je pense qu'il peut avoir une vingtaine de minutes dans une équipe plutôt correcte, ben, comme la nôtre, tout simplement, en tant que facteur X tout le temps. Alors, ça va être une expérience à chaque fois, ça vous l'avez dit. Mais en termes d'énergie, en termes d'impact physique sur les drives, en termes de rebond, je pense qu'il peut apporter, surtout s'il développe un tir. Alors ça, je mets entre guillemets parce que on en est encore très loin. Voilà, ça sera toujours le facteur X où il va rentrer, il va amener de l'impact. Est-ce qu'on a un autre exemple de joueur qui a fait ça pendant un bon moment dans sa carrière? Je sais pas. Je réfléchis en même temps. Mais oui, je pense qu'il y en a, mais voilà, j'ai pas l'exemple là. Mais un joueur qui, sur une dizaine, vingtaine de minutes par match, des fois peut apporter beaucoup. Alors le jour où ça va pas, il faut par contre tout de suite le bencher et pas le faire jouer. Mais le jour où il est un peu plus dedans, ça peut être intéressant. Et je me dis que contre euh, certaines équipes, notamment, qui ont peut-être moins de défenseurs extérieurs sur le banc, qui sont moins physiques, ou parfois quand on a besoin de débloquer un petit peu un match, c'est l'exemple de Denver, où offensivement c'est dur, bah lui, alors ça va être brut, ça va être pas forcément avec beaucoup d'adresse, mais il va attaquer le cercle, il va provoquer des choses. Et ça ça peut être intéressant. Après, là où je rejoins Solal, c'est que c'est encore niveau QI basket, niveau pas mal de choses, c'est encore très limité et j'ai du mal à le voir énormément progresser dans le futur à ce niveau-là, bien qu'il soit encore très jeune, hein, faut pas lui enlever ça. Mais j'ai l'impression que ça restera toujours ce même type de joueur en fait. Oui, mais t'en as besoin des joueurs comme ça. Oui, c'est vrai. Parce que Mais dans quelle mesure on Mais revient pas à 20 la minutes par problématique match, playoff. quoi. Je pense que c'est le max 20 minutes par match, c'est le max. Euh, tu dois tourner autour du 10-15, je pense, Ouais, constamment. grand max, hein. Et après, et encore une fois, c'est en saison régulière. En playoff, est-ce que ce genre de joueur est très viable? sur un match, oui, sur une série, non. Mais Diallo, ce sera juste un facteur X dans sa carrière, quoi. C'est pas le même poste, mais il me fait penser. Alors, les fans de Denver vont pas être d'accord avec moi, mais il me fait penser à Mason Plumlee. Parce que Mason Plumlee et Hamidou Diallo, même si c'est pas le même poste, c'est deux joueurs qui sont similaires dans leur façon de jouer. Ils vont t'apporter du hustle, ils vont t'apporter de l'énergie, ils vont t'apporter du rebond quand ils sont vraiment en forme. Par contre, quand ils sont dans des jours où ils sont pas bien, faut pas le mettre sur le terrain. Bon, le QI basket de Mason Plumlee, c'est pas Il gentil est de un le peu comparer à supérieur. Non, Diallo. mais je compare pas leur QI basket, je compare Le la rapport, façon ouais. qu'ils ont de jouer. Mm. Quand ils rentrent sur le parquet, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais leur façon de jouer est la même. Ça va eux seuls, ça va prendre du rebond offensif, alors que t'as la moitié de l'équipe qui est déjà en train de se replier en défense. Enfin, voilà quoi. Et moi, Diallo, comme je l'ai dit, ce sera jamais un starter, mais moi, je vois ce joueur et je me dis que dans une équipe, il faut toujours que t'aies ce joueur qui, effectivement, est un peu brut de décoffrage, effectivement, va faire des erreurs, mais qui va t'apporter un hustle et une énergie que t'auras pas chez 85% des autres joueurs. Mais il jouera jamais 25 minutes, tu le fais jouer. De toute façon, si tu le fais jouer 25 minutes, tu vas perdre ce qui fait qu'on aime bien Diallo, voilà ce qui fait sa force de Diallo. Tu l'utilises sur 15 minutes et il va te prendre 7 rebonds, il va te marquer 5 points et voilà. Après, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais que Diallo se développe maintenant, au-delà de son tir. Défensivement, je pense qu'il a les capacités de devenir bien meilleur qu'il l'est, voire élite, voire vraiment bon. Parce que les qualités athlétiques, parce que
voilà, la défense d'OKC permet ça aussi aux extérieurs, il faut le dire, hein, parce qu'il y a des défenses où tu peux pas être élite. Hein. Aller défendre à New Orleans, il y a personne qui est élite, je vous le dis. Si, je vois Holiday quand même. Ouais, enfin, Holiday, oui, d'accord. Bon. Non, mais pas cette J'aimerais bien. saison, mais... Oui, les saisons d'avant. Oui, mais du coup, tu vois, il est plus élite hein, avec la défense actuelle de New Orleans. C'est Alvin Gentry, ça, c'est un autre Ouais. débat. Donc, je pense qu'il a les moyens de bien se développer dans cette voie-là. Et il y a une façon de jouer aussi que j'aime voir Diallo, c'est en tant que poseur d'écran en allant au cercle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et que, bon là, on est sur du plus long terme, mais si un jour tu as un poste 5 capable de s'écarter, on va dire Muscala pour la période actuelle, et pour faire plaisir à Solal, tu vois, tu peux jouer avec Diallo en 3-4, capable, lui, de poser un écran pour le meneur et d'aller au cercle. Ou s'il a la balle lancée au cercle, par contre, là, il est difficilement arrêtable. Donc c'est ces deux voies-là, moi, que j'aimerais le voir un petit peu plus utilisé. Mais après, comme tu l'as dit, Constant, ce sera toujours un facteur X. En fait, ce sera jamais un titulaire, ce sera jamais sur lui que tu vas t'appuyer dans le futur pour vraiment construire ta franchise. Non, c'est le joueur où, à la fin du match, où quand tu vas regarder le match, tu vas rien en attendre, et puis tu vas te dire... Putain, ce match-là, on l'aurait pas gagné si Hamidou Diallo avait pas pris un rebond offensif, ou s'il avait pas marqué 2 points sur un putback. Ouais, je suis d'accord. D'autres choses à dire sur Diallo, Constant, ou est-ce que on n'a pas envie de le voir en playoff de ton côté, je pense. De mon côté à moi? Non, d'un côté de Solal, pardon. On en parlera. Non, mais moi je le mets pas dans ma rotation non plus, mais il y a pas beaucoup de joueurs dans ma rotation, on en reparlera, mais ils sont pas beaucoup. Vient maintenant mon joueur. Là, je pense qu'il y en a un qu'on n'a pas abordé pour l'instant et qu'on est obligé d'aborder dans la bulle. C'est Darius Beasley, notre rookie. Auteur. Alors lui, s'il y en a un qui a bénéficié des joueurs qui sont mis sur le côté et mis au repos, c'est lui, je pense, tout simplement. Il a été vraiment très bon sur plusieurs matchs. Il a gagné en adresse. Il a une très bonne adresse à 3 points. À voir avec le dernier match, mais avant le dernier match, il était pas loin des 40% à 3 points. Pour voir les tirs qu'il prend et le nombre qu'il en a pris, c'était plutôt intéressant. Il a progressé un petit peu physiquement, ça s'était souligné par d'ailleurs tout le staff d'OKC et même les autres joueurs. Il a montré qu'il pouvait jouer poste 5 un petit peu par certaines séquences. Vraiment, il a montré des bonnes choses. Il est toujours balle en main, capable de créer des choses. Bon, pour l'instant, plus pour lui que pour les autres, on va le dire. Mais il a vraiment montré des bonnes choses sur la bulle. Défensivement, il a toujours ce bon timing au contre et au rebond, j'ai envie de dire, même s'il doit encore s'étoffer. On l'a vu avoir même des bons passages, vraiment des bons côtés des bons passages des deux côtés du terrain. Et je pense que lui, et on en reparlera aussi, ça pourra être un facteur X dans le futur en playoff déjà, à court terme. Et dans le futur, ça sera peut-être un titulaire de l'équipe, notamment si Gallo s'en va. On est peut-être un peu plus serein maintenant sur le fait de laisser le poste 4 titulaire à Beasley maintenant, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Solal, mais moi, tu vois, en y réfléchissant maintenant, ça serait moins bon, mais ça serait pas complètement indécent de laisser ce poste-là si Gallo s'en va. Ah, totalement. De toute façon, c'était le plan en début d'année. Quand on n'était pas sûr de ce qu'on allait faire, on se disait, si Gallo est trade en février, bah, on a soit Muscala, soit Beasley selon ce qu'il va montrer. Et en février, ça aurait pas été Beasley, mais aujourd'hui, il a montré vraiment qu'il était capable, peut-être pas d'être titulaire, mais en tout cas, il peut rendre service. Et en sortie de banc, en tout cas, il apporte vraiment énormément. Là, j'ai regardé, sur tous les matchs de la bulle, il n'a pas joué moins de 22 minutes dans un match. Donc, je pense que c'est un indicateur sur la confiance que Donovan lui donne quand même. Et il en a besoin parce que c'est un joueur qui marche à la confiance. On l'a vu, je sais plus, c'est quel match où il met un énorme step back à 3 points, c'est n'importe quoi, où il size up, on aurait dit Harden. Mais Je crois que c'est contre Phoenix. ouais, il y a moyen. Je suis pas sûr. C'est possible, Ouais, ouais. c'est possible. Mais en tout cas, il n'y a pas tellement de négatif à dire sur lui. On l'a dit, en défense à l'intérieur, pareil, il montre des choses. Même à l'extérieur, même si ça reste compliqué, il est mobile, il est long. Donc défensivement, c'est très prometteur aussi. Ouais, clairement pour le futur FC Beasley. Solal, est-ce qu'il n'y a pas même maintenant un excès de confiance de Beasley, j'ai l'impression dans le sens où il sait qu'il peut dominer, il sait qu'il peut scorer, il va prendre beaucoup de tirs, il va beaucoup jouer, beaucoup driver, tu vois, et pas vraiment créer pour les autres, alors que en l'absence de Schroeder, il a eu parfois ce rôle-là
de sur le banc avoir un petit peu la balle en main et créer. Je pense pas que ça soit problématique, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est en l'absence de Schroeder, bah, on l'a vu là contre les Clippers, il a un peu, au niveau de l'adresse, c'était pas terrible, mais quand il va jouer à côté de Schroeder, dans les playoffs et même dans l'avenir, quand il jouera peut-être pas avec Schroeder, mais en tout cas avec un meneur en sortie de banc, et que ça sera pas à lui de créer, je pense que ce côté-là sera vite effacé, tout simplement parce que ça sera pas lui qui sera balle en main. Donc il restera simplement son talent offensif, on va dire, en tout cas son agressivité. Et donc non, je suis vraiment pas inquiet là-dessus parce que il aura pas la balle en main tout simplement. Ok. Constant, maintenant, ton avis global sur Bazley, un peu avec ce qu'on a dit avec Solal, sachant que j'ai retrouvé la stat, il est à 46,3% à 3 points en août, donc sur les 8 derniers matchs du Thunder, avec 5 tentatives par match. C'est plutôt solide. Ça va, c'est correct. Non, merci Chris Paul. Parce que clairement, je pense que si Bazley a progressé autant et aussi rapidement, c'est parce que Chris Paul l'a pris sous son aile. Il y a un article, je sais plus si c'est The Oklahoman ou The Athletic, qui est paru cette semaine où tu vois que Chris Paul, même quand il est pas sur le terrain, il parle tout le temps à Bazley. Mais vraiment tout le temps, il lui dit comment tu te places en défense, comment tu vas attaquer, nanana. Et vraiment, je pense que cette progression de Bazley, elle est due parce que le joueur a des qualités, mais aussi parce qu'il s'est trouvé un mentor parfait avec Chris Paul, quoi. Et justement, la bulle, ça confirme le potentiel déjà de Bazley. On n'arrive toujours pas à trouver une comparaison pour le joueur. Non. J'ai vu des insiders en parler là en podcast. Il y en a une qui a dit Trevor Ariza et l'autre qui disait Paul George. Enfin, et je vois aucun des deux. Donc ça me paraît. J'ai vu une compa qui était plutôt pertinente. Il y en a qui disaient que c'était un peu Siakam. Ouais, c'est ça. Ça me paraît déjà. C'est vrai. Ça me paraît déjà plus pertinent que Paul George ou que Trevor Ariza. Même au niveau juste du rapport taille-poids, quoi. Mais oui, sur la bulle, ça montre en fait la bulle de Bazley, ça montre comment la confiance peut avoir un impact sur un joueur, quoi. Parce que Bazley, s'il rentre tous ses tirs, c'est parce qu'il est totalement en confiance. Que si tu le compares par exemple à un autre joueur, Ferguson, je pense pas qu'il shoot moins bien que Bazley. Mais comme c'est un joueur qui a plus du tout confiance en son shoot, il rentre plus rien, alors que Bazley, il a tellement confiance en lui que ses shoots rentrent, quoi. Et je trouve de manière globale que sa bulle est plutôt intéressante. Je sais pas pour vous, mais moi, ce qu'il a proposé, ça me donne envie de le voir beaucoup plus jouer face à Houston que ce que j'avais prévu. Notamment face à ce small ball, mais ça on en reviendra. Même de manière plus globale, pas juste sur son tir extérieur, mais je trouve que à la création il a progressé. Après, son défaut, c'est que quand il commence à pénétrer à l'intérieur, il explose toujours un peu trop au contact, même face à des joueurs qui sont pas très athlétiques. Donc ça me dérange un peu. Mais sinon, alors qu'il arrive à passer des fois le pivot sur des Eurostep et ces choses-là. Et c'est ça, un mais peu ambidex sous le cercle, mais il explose. Dès qu'il prend un contact, c'est rare qu'il réussisse à marquer le panier derrière. Mais sinon, sur tout le reste, c'est très positif, quoi. Je sais pas combien de rebonds il prend, mais sur la bulle, il doit quasiment tourner à 10 rebonds par match. J'ai les stats devant les yeux. Déjà, c'est la première fois de la saison que Bazley a sur un mois un net rating positif, alors qu'il a joué plus de 10 minutes de plus que les autres mois en gros en moyenne. Donc c'est plus que favorable. Pourcentage à 3 points, on l'a dit. Il a été vraiment déterminant. Que 5 pertes de balles sur tout le temps de jeu qu'il a eu aussi pour un joueur qui est rookie, c'est plus qu'intéressant. Pour un joueur qui jouait meneur aussi, hein. Il y a certaines séquences où il était considéré comme poste 5, mais c'était lui qui portait la balle en attaque. C'est vachement intéressant. Si t'es un joueur qui est capable de jouer poste 5 tout en jouant balle en main en attaque. Et 6 rebonds de moyenne pour finir sur ces petites stats. Donc il a vraiment montré des très bonnes choses. C'est peut-être lui le MVP du côté d'OKC sur cette bulle. Et d'ailleurs, après, un point positif, et ce qu'il y a un peu eu avec tous nos jeunes, j'ai envie de dire, c'est que ce hiatus a eu l'effet d'une intersaison en fait. Dans le sens où ils sont développés individuellement, ils sont développés physiquement. Et lui en est l'exemple parfait. Et il y a une autre intersaison qui arrive au final peut-être dans
moins de 2-3 semaines si OKC perd au premier tour. Donc Non. en fait, on va dire au minimum, après à au partir maximum. d'octobre, l'intersaison commence. Et donc en fait, quand on le verra en décembre ou en fin novembre, je sais plus quand on reprend la NBA pour la saison d'après, ça sera encore un nouveau joueur. Parce que c'est c'est un rookie, il a 20 ans, il n'avait pas joué la saison dernière. Voilà, il montre vraiment des choses, hein. Donc plus qu'intéressant de le voir déjà évoluer à ce niveau-là. On enchaîne maintenant, on a parlé des positifs alors que l'heure tourne, on avait dit on allait être complet. On va parler maintenant des petites déceptions dans la bulle. Il y en a peut-être pas tant que ça, mais on va essayer de prendre chacun un joueur sur lequel on veut parler et qu'on est peut-être plus inquiet. On va commencer par toi cette fois, Constant. Le joueur qui t'a peut-être inquiété sur cette bulle. Bah, je vais le garder pour moi, comme ça vous allez en choisir un autre. C'est pas vraiment une déception, mais c'est mitigé. Pour faire rapide, c'est SGA. On en avait parlé en live, il avait fait 4 premiers matchs qui étaient vraiment pas terribles, où même au-delà de sa maladresse au tir, je trouvais que la façon dont il jouait, c'était pas vraiment la façon dont il devait jouer. Après, il a été testé meneur beaucoup sur cette bulle, ce qui est normal parce que Schroeder était absent et que Chris Paul a manqué des matchs aussi. J'étais pas convaincu au moment où on a fait le live, j'étais pas convaincu par voir Schroeder par voir Shea en meneur. Sur ces matchs d'après, j'ai trouvé qu'il s'était plutôt rattrapé. On a retrouvé le SGA qui était plus dans un mode scoring que dans un mode création pour les autres, ce qui marche le mieux pour lui actuellement, je pense. Et même si il y a certaines séquences où il va être utilisé en meneur et donc du coup il va plus se mettre en retrait pour essayer de créer sur les autres, je trouve que sur les matchs qu'on a vus, le match contre Washington, le match contre Miami ou même le match hier contre les Clippers où il est vraiment très très chaud, c'est le Shea que je veux voir. Moi c'est un Shea agressif, un Shea qui joue pas meneur en fait, on en reparlera, mais pour moi Shea c'est pas vraiment un joueur que tu peux mettre au poste 1, en tout cas maintenant, c'est plus un joueur que tu utilises au poste 2 et qui va scorer quoi. C'est un combo. C'est un combo. Disons que il est plus proche de CJ McCollum que de Russell Westbrook quoi. Je suis d'accord. Sola, j'ai cru comprendre que t'étais pas toi aussi spécialement convaincu de l'expérience chez à la main. Qu'est-ce que t'as pensé de ses performances sur la bulle? Ouais, bah, assez déçu parce qu'en plus, il arrive quand même à OKC avec un statut de meneur où il a fait une année chez les Clippers où il jouait meneur et il avait montré qu'il en était capable. Donc, on était très enthousiaste quand on a vu que, bah, en fait, il était capable d'être un excellent 2 et qu'en fait, c'était limite, bah, son poste naturel. Mais, mais c'est assez décevant de voir que, bah, finalement, il a développé ce côté combo et dans le même temps il a totalement, enfin peut-être pas totalement, mais il a perdu une grosse partie de ce qu'il avait en tant que meneur. Donc ouais, c'est décevant de voir que bah il a perdu un pan de son jeu limite en tant que meneur où il arrive plus à installer le jeu, il arrive plus tellement à créer pour les autres, donc c'est dommage, ouais. Après, moi, pour le passage où il joue meneur, faut voir qui est à côté de lui aussi, hein. Pour installer le jeu, quand tu joues avec Diallo, Nader, des fois Noël qui n'était pas tout le temps là, enfin, c'est pas des grands Oui, oui. attaquants, Et c'est puis pas c'est le 8 plus matchs, simple. hein, ça reste. Oui, voilà. Mais je suis d'accord avec toi que je m'attendais peut-être. En plus, il a essayé de se mettre peut-être en retrait les moments où il était meneur pour créer, et c'est pas ce qui a fonctionné. Et je pense que ça l'a frustré plus qu'autre chose de jouer comme ça. Alors je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, et pour l'instant, c'est pas le besoin ultime vu qu'il y a Schroeder et Chris Paul, mais peut-être que sur les futures saisons, quand un des deux sera plus là, on le verra jouer de plus en plus meneur. Constant, vas-y, je crois que tu voulais réagir. Ouais, après si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Solal, l'année dernière, ok il joue meneur aux Clippers, mais il joue quand même meneur avec Lou Williams. Donc c'était pas forcément lui qui avait le plus la balle en main. Et là je suis sur ses stats. Quand il est aux Clippers, donc quand il joue vraiment meneur, il tourne à 3,3 passes par match. Cette saison, la moyenne à OKC c'est la même. Donc je suis pas... Après, il a plus de temps de jeu à OKC, il a plus... Ouais, mais Oui, mais voilà, c'est pas le même rôle. Oui, mais il a plus de temps de jeu à OKC, je suis d'accord. Mais quand il jouait aux Clippers, c'était pas non plus lui qui devait créer. À partir du moment où tu joues avec Lou Williams à côté de toi, c'est pas à toi de créer. Donc,
Il jouait, Non, c'était pas Rajon il jouait Rondo, meneur mais parce que fallait mettre un meneur en théorie, même si maintenant les postes, voilà. Mais je trouve que déjà à l'époque, aux Clippers, il jouait comme un 2 quoi. Il jouait pas vraiment comme un 1. Après, effectivement, ça peut devenir, comme la NBA a tendance de cette époque, a tendance à un peu rendre flou les postes, effectivement, tu peux te retrouver avec un combo qui peut jouer poste 2 ou qui peut jouer poste 1. Je suis pas convaincu sur le fait que ça soit un poste 1 vraiment d'avenir. Je pense que son poste naturel, ça restera toujours le poste 2. Après, comme Bradley Beal ou d'autres, si t'as besoin sur 5 ou 6 minutes d'avoir SGA en poste 1, je pense qu'il le fera très bien. Mais pour moi, c'est vraiment pas le poste auquel je veux le voir évoluer dans le futur. Ok, je pense qu'on a pas mal parlé de Shai et de cette problématique meneur, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Solal, toi, le joueur que tu veux aborder plutôt négativement. bah on en a un peu parlé, très peu, c'est Adams. Même si bon, il a été mis au repos, il y a eu je crois il s'est fait mal, c'est à la jambe ou à la cheville, je sais plus. Euh, mais donc bah comme souvent des petits problèmes de blessure. Mais en fait, je l'attends toujours en playoff parce qu'on a beaucoup parlé de Russ, on a beaucoup parlé de Paul George en playoff, mais Adams, moi, je l'attends depuis 2016 en playoff. Bon, allez, on va dire 2017 pour être sympa. Pour moi, physiquement, c'est pas normal d'être the toughest guy in the league et en même temps de pas être capable de tenir sa raquette et de se faire manger au rebond par des petits. Donc voilà, j'attends qu'il rajoute un peu de méchanceté dans son jeu et que le hustle, ça soit pas juste récupérer le ballon qui sort, mais aussi aller se taper quand il y a un switch, que tu es sur un meneur, bah vas-y, joue avec les jambes, suis-le et puis voilà. Donc défensivement et puis même offensivement, on a vu que bon, c'était pas terrible non plus. Donc voilà, assez déçu. Après, Adams, si je peux le défendre, entre guillemets, effectivement, les deux bonnes séries de playoffs où il est bon, donc contre San Antonio en 2016 et contre Houston au premier tour, c'est deux séries où il est en forme physiquement. Adams, effectivement, je suis d'accord avec toi, contre Utah et surtout contre Portland l'année dernière, son niveau de jeu a régressé. Mais je pense pas que ce soit un problème de volonté, je pense que c'est juste un problème physique. Adams, la série contre Utah, il est blessé, ou en tout cas il est diminué. La série contre Portland, là pour le coup, je pense qu'il est vraiment blessé. Donc c'est toujours compliqué d'avoir un joueur. De toute façon, on le voit avec Adams, en début de saison, il roule sur tout le monde parce qu'il est frais physiquement, et plus la saison avance, plus les blessures s'accumulent, moins il est impactant. Donc justement, c'est dommage que cette blessure intervienne à ce moment-là, parce qu'on l'a encore vu, sur ses débuts de match, il est bon, quand il est frais physiquement, il est agressif, même en défense, je le trouve plus impactant et meilleur. Après, vraiment, le problème d'Adams, c'est pas tant un manque de nasty, mais je pense que c'est plutôt un manque de physique et d'endurance sur une saison, quoi. Moi, je te rejoins, Solal, sur le fait que j'ai envie de voir Adams plus agressif. Je pense que c'est ça qui manque. C'est pas tant d'être soft, j'ai envie de dire, ou de laisser passer les gars ou autre. C'est que des fois, il est un petit peu passif, surtout offensivement, où tu vas lui donner la balle au poste, il va tout le temps chercher une passe, il va enfoncer son gars que si il n'y a aucune autre solution. Moi, j'aimerais le voir beaucoup plus agressif, comme il l'est parfois quand il va aller chercher des Eurostep on sait pas d'où ça sort, quand il va parfois même prendre un peu de dribble et tout. J'ai envie de voir ça en fait, parce que ça va être primordial en playoff, ça contre n'importe qui ça va l'être. Et aussi dans le futur parce que se contenter de faire des passes au poste ou poste haut et de faire juste un écran et juste de faire un petit flotteur de temps en temps, c'est pas viable parce que je pense qu'OKC a besoin de points intérieurs, que ce soit Adams, Noël ou autre, ils ont besoin de points de leurs grands et il a besoin d'être agressif pour ça, il a besoin aussi de créer des espaces pour les extérieurs parce que si t'as un Adams qui commence de scorer au poste, etc., les extérieurs auront encore plus de place, je pense. Donc pour moi c'est ça qui est primordial, au-delà du fait de voilà, c'est ça qui manque un petit peu parfois en playoff et je comprends Solal sur ce point-là. Après oui, il faut que physiquement il soit à 100% et encore une fois on n'est même pas sûr qu'il va l'être quoi. Et ça c'est une problématique constante avec Adams, qu'il a toujours des bobos, il a toujours des trucs. Il manque au final peu de matchs, mais en fait il joue tout le temps blessé. Donc Bah, après,
On va pas faire un bilan de la carrière d'Adams, mais enfin, il a quoi? Il a 27 ans, quelque chose comme ça. Je pense que je suis pas très loin. Et en fait, ça fait vraiment des années qu'on répète les mêmes choses, où on lui demande d'être plus agressif, qu'on lui demande de profiter de son toucher en attaque et de pas juste enfoncer un meneur de 2 centimètres. Donc ouais, voilà. Enfin, c'est toujours les mêmes problématiques, quoi. Et puis physiquement, bon, je vais pas répéter parce que mon accent est pas terrible, mais tout le monde dit que c'est le joueur le plus solide de la ligue, et dans le même temps, il est jamais prêt physiquement. Là, on a eu une pause de 4 mois, il a été mis au repos et il arrive quand même à se blesser. Et je trouve qu'il a beaucoup le bénéfice de la blessure. En fait, à chaque fois, on lui trouve l'excuse de dire oui, mais il est blessé, mais il est blessé. Mais enfin, les joueurs qui sont tout le temps blessés dans la ligue, on les pointe du doigt dans le sens où bah t'assures pas, t'es pro, t'es tout le temps blessé. Bah pour moi, Adams, au bout d'un moment, faudra arriver au point où il est tout le temps blessé quand ça compte, quoi. Et tout le monde a des bobos en playoff, si c'est pour appuyer ton propos. Après, lui, il en a peut-être plus que les autres, de par comment il joue aussi, comment il défend, mais c'est vrai ça devient problématique, en effet. Enfin, c'est pas le seul à se blesser là depuis la reprise, hein, parce que Non, ça c'est sûr. Ça, dans, c'est sûr. dans ce cas-là, l'argument que tu dis, ceux-là, là, en disant il a eu 4 mois de préparation, il se blesse, tu Non, peux non, mais sortir le même à enfin, ça Westbrook. fait quand même chaque année qu'il se blesse, quoi. C'est une blessure parmi Bah oui, d'autres. mais je suis d'accord avec toi, mais la différence entre des joueurs qu'on pointe du doigt parce qu'ils se blessent tout le temps et Adams, c'est que si tu regardes Adams, cette saison il a joué 63 matchs, l'année dernière il en joue 80, l'année d'avant 76. Adams il va jouer 10 milieux, mais il va jouer contrairement à des joueurs qu'on va pointer du doigt parce qu'ils sont blessés et qui eux ne jouent pas. Ouais, mais c'est gentil de jouer et de dire non, mais je suis plus fort que ça. Mais derrière, il pénalise son équipe plus qu'autre chose en voulant jouer à tout prix et en se soignant pas. Typiquement, le fait de revenir sur le terrain quand il s'est blessé l'autre fois, c'est ça, hein. Ouais, Parce qu'il n'y avait voilà. pas besoin. Et C'était un match sans enjeu. Enfin, après, je trouve Solal, t'es dur, mais je comprends totalement ce que tu veux dire, même si t'es dur avec en lui. fait, je suis dur avec lui parce que je trouve ça énervant. En fait, il a tellement, son physique est absolument incroyable, son toucher est incroyable, et en fait, il arrive pas à en tirer même pas à son plein potentiel. Il arrive pas à en tirer la moitié. Il pourrait être tellement plus impactant sur notre jeu. Hmm. Comme en 2016, c'est ce que Voilà, t'as c'est dit au ça. début, Et il c'était, était c'était vraiment il y a prêt. 4 ans, quoi. Hmm. Après, si tu regardes Adams cette saison, il joue quand même 7 minutes de moins par rapport à l'année dernière, et au niveau des stats, il arrive à se maintenir, hein. Ah, mais Ouais. sa Donc, saison, Mais déjà, quand il cette est pas gestion-là blessé, lui, quand il est pas blessé, ça, il ça est lui vraiment convient bon. bien mieux. Ça lui convient bien mieux cette gestion-là où il joue moins et qu'il est plus court passage et plus impactant. En plus, il est presque tout le temps avec Chris Paul. Ça lui convient largement mieux et c'est fait aussi pour qu'il soit en forme en playoff. Donc cette année, il doit pas louper ses playoffs pour moi, hein, parce que Bah on après, verra sur le match-up en plus. Donc voilà, la match-up est pas, pas disons évidente pour que lui. face à Houston, je pense que Adams, on en reparlera, mais c'est pas lui qui va avoir le plus de temps de jeu. Si effectivement on passe un tour, alléluia, et qu'on affronte les Lakers au premier tour, là par contre Adams va se retrouver quasiment le joueur le plus déterminant dans une série. Face à Houston, je pense que ce serait méchant, ou en tout cas pas très comment dire, bon je trouve pas le mot, mais c'est pas Adams qu'on doit le plus juger face à la série dans la série face à Houston, parce que c'est pas du tout une match-up pour lui, quoi. Bah, après, j'arrête avec Adams parce que, enfin, je l'aime bien, hein. Mais là, par exemple, t'as parlé si on passe un tour et qu'on affronte les Lakers. Mais encore une fois, Jokic, Towns, Davis, même un Siakam, un Mais Davis, il Embiid. l'a bien défendu, hein. Ouais, mais il a défendu un match. Le reste de la saison, Davis, c'est en début de saison où il nous a complètement détruit. Et je me rappelle d'un Ouais, match, mais An- il le tient pas. Anthony Davis, quelle équipe il détruit pas? Bah oui, mais Adams c'est censé le tenir, c'est ça que je veux dire. Et en fait, tous les pivots, quand ils perdent tous ses vis-à-vis, même, bon, il était blessé, mais l'année dernière en playoff contre Canter, il se fait surdominer. Et c'est absolument pas normal. Il perd tous ses Ah oui, mais je suis vis-à-vis, en d'accord fait. avec toi. J'ai pas dit le contraire. Je dis juste que Adams a l'excuse, peut-être qu'on utilise trop maintenant, mais d'être toujours diminué.
Là, effectivement, si tu te retrouves... Adams, honnêtement, là, il joue à combien? 80, 85%. Il est peut-être pas à 100%, mais il est pas non plus en train de cracher ses poumons sur le parquet. Surtout qu'il est limité au niveau de ses minutes. Donc là, effectivement, si tu commences à avoir un Adams qui, sur le peu de temps qu'il va jouer face à la série, enfin dans la série face à Houston, est pas impactant en attaque et se fait manger parce qu'il va se retrouver à chaque fois en ISO sur Harden en défense, là effectivement je suis d'accord avec toi, cela je pense qu'on va commencer à le critiquer et à passer outre son côté je suis gentil et je suis physique. Mais je pense que pour l'instant on peut en fait on va attendre quoi. Si Adam c'est un peu sa dernière chance, on en avait parlé avec Pierre. Moi Adams si en fait si t'as un Adams qui tourne en 10-6 face aux Rockets comme lors des précédentes campagnes de playoffs, je vais vraiment commencer à m'énerver. Par contre, si t'as Adams qui tourne en 14-11, c'est plus du tout la même série. Après, à voir que c'est le temps de jeu qu'il aura, je pense que ça va dépendre de ses performances et ça va être qui tout double. Hein. Ça peut être 15 s'il est bon et 15 s'il est pas bon et qu'il a pas de faute. Et non, l'inverse. Je vais y arriver. Hein. 15 minutes s'il est pas bon ou qu'il a des fautes et beaucoup plus longtemps s'il sanctionne en attaque et s'il défend bien, tu vois. Donc ça va être intéressant de voir à quel niveau on est. Je vais finir avec mon joueur et je pense qu'on conclura là-dessus parce qu'on a été très long déjà. Moi j'avais envie de parler de Danilo Gallinari. Première chose qui m'a énervé vis-à-vis de Danilo, c'est qu'il a joué exactement 20 minutes par match sur la bulle. Alors, je sais pas si c'est de la gestion, je sais pas si c'est lui qui le veut pour être plus en rythme, mais je trouve ça pas spécialement positif pour l'équipe et assez inquiétant. Est-ce qu'il sera vraiment en rythme? Est-ce qu'il sera adroit? Est-ce qu'il sera prêt à jouer plus longtemps contre Houston? C'est une vraie question que je me pose et sur les premiers matchs, c'était flagrant qu'on avait besoin de lui et qui jouait pas. Et en plus de cette stat de temps de jeu diminué, alors 36% à 3 points, c'est plus qu'honnête, mais c'est un petit peu moins que avant le hiatus. C'est pas bon pour du Gallinari. Bah, ouais. Mais après, c'est son match contre Miami qui le plombe un petit peu. Ouais. Qui le plombe un petit peu. Il en prend que 36 sur ce mois-ci. Il a fait que un mois. C'est son pire mois sur l'année. Il a fait qu'un autre mois à 36%. Donc, ouais, c'est peut-être plutôt négatif sur ce point-là. Après, il a été plus adroit à 2 points parce que son pourcentage global est plus élevé, n'est pas le pire comparé aux autres. Donc assez intéressant dans cette optique-là. Et il a un Nate rating de 11, de plus 11, et c'est ce qui fait pour moi que c'est un joueur qui doit avoir le terrain. C'est-à-dire que on voit vraiment la différence, notamment offensivement, quand il est là ou pas. Alors après, on a un petit peu parlé déjà de son utilisation, notamment sur les ISO et tout. Je pense que ça avait pas mal de... C'était en conséquence de l'absence de Schroeder, où on avait besoin parfois de création un peu plus quand Chris Paul n'était pas là ou autre. Du coup, il avait encore plus sa balle en main qu'auparavant. Il y avait plus d'ISO, il y avait moins de rythme aussi, comme on l'a dit. Donc, je pense qu'il en a profité, lui, parce qu'il aime bien ça, mais qu'en partie, c'est dû à l'absence de Schroeder et à certaines autres absences. Voilà, je sais pas trop comment en penser. Est-ce que c'est peut-être lui qui a montré le moins de rythme, j'ai l'impression quand même, sur la bulle. Même si c'était loin d'être scandaleux, je pense que c'est lui qui est peut-être le moins en forme de l'effectif. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le joueur qui a besoin le plus de rythme, justement? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il vaut mieux pas? En fait, je préfère simplement que Donovan ait pris toutes les précautions possibles, parce qu'on sait que c'est un joueur fragile pour le coup, qu'on l'ait à 100% pour les playoffs. Et derrière, c'est un shooter naturel, donc c'est limite celui qui, dans l'effectif, a le moins besoin de, de préparation. Donc, ouais, c'est sûr que ça aurait été mieux de le voir plus jouer, mais je suis pas tant dérangé que ça pour le coup. Moi, je vais rester plus mesuré parce que mon désamour pour Gallinari commence à devenir très important. Je reconnais ses qualités, mais c'est juste un joueur que j'aime pas voir jouer. Enfin voilà, ça après c'est chacun ses goûts, mais je reconnais que Gallinari, quand il est efficace, il peut être très efficace et très important dans une équipe. Après ses ISO face au panier, bon, ça m'agace. Mais bref, je sais pas en fait, je me pose la question, comme tu l'as dit Pierre, est-ce que c'est Gallo qui a dit, qui a voulu jouer aussi peu parce que il ressent une douleur, ou est-ce que c'est Donovan en accord avec le staff médical qui se dit et avec le joueur aussi qui s'est dit
on va préserver Gallo parce que c'est peut-être le joueur le plus fragile de notre effectif. Et comme t'as dit, Solal, c'est peut-être le joueur qui a le moins besoin d'être en rythme pour rentrer ses tirs. Je pense que c'est les deux. Je pense que Gallo et avec Donovan et le staff ont discuté, comme avec Chris Paul par exemple, qui lui voulait jouer beaucoup. Je pense que lui a peut-être demandé de jouer moins. Mais c'était bizarre en fait. Je m'attendais plus à ce qu'il joue pas certains matchs plutôt qu'il joue tout le temps 20. Tu vois, c'est ça qui est plutôt bizarre. Après, il a jamais eu énormément de temps de jeu cette saison pour OKC, hein. Une trentaine de minutes, ça doit être son maximum, on va dire. Il tournait toujours dans ces eaux-là. Est-ce qu'il sera capable de jouer peut-être 35 s'il y a besoin contre Houston? C'est la question que je me posais. Et on va finir peut-être sur une petite question du coup. Est-ce que Gallo sera là l'année prochaine? Est-ce que vous garderiez tout simplement aussi? Est-ce qu'on le, c'est quoi la question? C'est est-ce qu'on est-ce le qu'il sera là garde? est-ce qu'il sera là l'année prochaine déjà? Non, Donc Solal t'a dit non et Constant non, je crois, du coup. non, ça n'est une trade à Miami. Est-ce que vous le garderiez par contre s'il y avait moyen à un prix abordable Ouais, voilà. Oui, je le Je suis garde pour le d'accord, trader. Donc il y a que moi qui ai en fait envie de, parce qu'en fait je me dis cette année OKC finit 4ème ex aequo. On est plutôt compétitif. Alors on n'est pas dans les contenders, on est un cran en dessous des équipes qui jouent le titre, mais l'année prochaine je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit vraiment moins bon. Peut-être qu'on aura plus, Il y aura ça plus sera de notre débat, concurrence mais quand même. on C'est aura une plus année de particulière, concurrence. je trouve. C'est vrai. Peut-être qu'on aura plus de concurrence, mais on aura peut-être plus de blessures, mais les jeunes sont censés se développer, sauf si on fait des trades, l'effectif bougera pas énormément cet été. Donc on sera pas forcément moins bon, on sera peut-être moins bien classé, mais on sera pas moins bon. Gallinari, est-ce qu'il va pas se dire dans sa tête aussi, j'ai peut-être pas une meilleure équipe, une meilleure situation en fait qu'ici, tu vois. Et il reste quand même plus que positif dans l'effectif, même si on l'a dit, Bazley se développe bien. Il a quand même une certaine importance, Gallinari. Mais t'as pas envie de voir Bazley titulaire. Si, je pense que c'est ce qui Ouais, va arriver. voilà, Je pense hein. pas que Gallinari restera, mais ça me paraît de moins en moins inconcevable en fait qu'ils choisissent de rester. En gros. Moi, je trouve que c'est juste pour voir les images, je trouve que c'est celui qui est le moins impliqué dans l'équipe. Tu vois, je le Je trouve vois ce que tu toujours, veux dire. Ouais. je le trouve toujours un peu en retrait. Là où tu vois sur certaines actions, par exemple le game winner contre Miami, là où tu vois que t'as la moitié du banc qui est en train d'exploser, t'as Gallo qui reste derrière, qui tire un peu la tronche, parce qu'il sait qu'il va jouer PJ Tucker sur une série, donc ça le saoule un peu. Mais je trouve que autant au début, après la trade deadline, quand il est pas parti à Miami, je me disais c'est peut-être possible que Gallo reste la saison prochaine parce qu'il a l'air d'être plutôt apprécié par le staff et lui a l'air de plutôt apprécier l'effectif aussi et leur gars. Autant là j'ai des doutes et je me dis que Gallo il a 31 ans, il va avoir 32 ans l'année prochaine. C'est bien d'être à OKC, mais je pense que lui a peut-être envie d'aller dans une équipe un poil plus compétitive. Exemple totalement pris au hasard, Miami ou Dallas, pour viser un peu plus haut. Et je pense qu'il peut aller dans ces équipes-là tout en ayant un salaire correct et en ne perdant pas beaucoup de temps de jeu par rapport à ce qu'il a actuellement au OKC. Mais en ayant une meilleure situation au niveau compétitivité. Mhm. Un dernier mot, Solal, avant de conclure sur Gallinari, si t'as un dernier mot. Non, je pense qu'on a tout dit. Juste, je préfère simplement, s'il y a l'occasion de le trader, ça sera avec plaisir. S'il part de lui-même en tant qu'agent libre, tant pis. Mais ouais, je préfère, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans le futur Bazley titulaire. Ouais, si on peut en retirer quelque chose, c'est mieux. C'est sûr que. Après, le point positif, c'est que avec la pandémie, le salary cap va pas du tout être le même que ce qui était prévu. Donc t'as des équipes qui vont se retrouver, autant ils vont pas toucher à la taxe de luxe, autant le salary cap va forcément baisser. Donc tu vas te retrouver avec quasiment aucune équipe qui va être capable de signer Gallo sec. Donc si t'as des équipes qui voudront récupérer Gallo, faudra passer par un sign and trade. Et tout le monde va parier sur 2021 en plus, donc non, ouais, c'est plutôt positif de notre côté. Les gars, on va conclure là pour ce bilan de la bulle. On a été plutôt long et très complet, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc je vous invite pour un suivi toute l'année et complet du Thunder en français à suivre Solal, @OKC Thunderfra et Constant et moi @WeAreThunder. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Twitter Thunder et de mettre l'alerte pour avoir les lives quand on est en live avec Constant. C'est en gros toutes les 2 semaines. Donc il y en aura un normalement le week-end prochain.
Voilà, n'hésitez pas à suivre aussi Hot Pump Thunder pour toutes les news sur le podcast. On se retrouve très vite puisque la partie 2 arrive normalement un jour après ce podcast-là. Donc je vous invite à l'écouter aussi pour qu'on parle enfin de cette série de Houston Oklahoma. On s'est retenu là déjà. On s'est retenu. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Je pense que ça va être long. Donc n'hésitez pas aussi à interagir avec nous et de dire ce que vous avez pensé de cette reprise dans la bulle et à débattre avec nous. Et on se retrouve très, très vite et salut.